Yorana, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres de cette édition de ce soir. Du rhum polynésien avec des cannes autochtones, c'est ce que cherchent à démontrer les chercheurs réunis par le syndicat des producteurs de rhum, venus de France et de Hawaï. Ils sillonnent les archipels sur les traces de ces variétés ancestrales afin de les décrire. Une démarche qui a vocation à protéger ce patrimoine et à justifier d'une indication géographique protégée. 5 ans après le lancement du programme de recherche Mataea porté par l'Institut Louis Malardé, les résultats préliminaires sont là. Ils montrent que les Polynésiens ont hérité d'un terrain génétique favorable à certaines maladies non transmissibles comme l'obésité. Nous en parlerons avec notre invitée, Von Maïkao Lormo, chercheuse virologue à l'ILM. Elle représente le Fénois et souhaite valoriser la communauté transgenre. C'est la mission que s'est donnée Kiara Ukara à Miss Wahinetan. Et en 2022, elle va défendre les couleurs du Fénois à l'élection Miss Trans à France 2024. Nos correspondants à Paris l'ont suivi dans sa dernière ligne droite avant le grand soir, le 4 mai. Les cannes à sucre de Polynésie, un trésor à protéger et à décrire grâce à la recherche. Un petit groupe de scientifiques y travaillent, dont une généticienne française et un botaniste hawaïen. Pendant tout le mois d'avril, ils vont parcourir le Fénois pour répertorier les différentes variétés. Un travail qui doit permettre à justifier, preuve à l'appui, d'une indication géographique protégée. Un reportage de Thomas Chabrol. Les cannes à sucre de Polynésie n'ont pas dévoilé tous leurs secrets. Des chercheurs de Montpellier et de Hawaï explorent les archipels pour remonter dans l'histoire. En 1768, Bougainville découvre la canne à sucre polynésienne, la Haut-Tahiti. Mais des variétés ancestrales avaient déjà été introduites bien avant. Et c'est là tout l'intérêt de mener ces travaux de recherche et d'identification. Le président du syndicat des producteurs de rhum souhaite redécouvrir ce patrimoine et valoriser encore plus la filière locale. Les espèces sucrières, elles ont été créées par l'homme. Pourquoi ? Parce que les vieilles variétés ancestrales, elles étaient extrêmement difficiles à cultiver. Il y a deux choses qui se sont passées en 1880 lorsque la canne Haut-Tahiti, elle dégringole. C'est d'abord des maladies, des virus et puis l'arrêt de l'esclavage. Voilà, c'est deux faits qui coïncident à ce moment-là. Et c'est là où on a encore beaucoup de choses à apprendre sur ces vieilles variétés Haut-Tahiti. C'est que finalement, il nous faut tout redécouvrir, tout réinventer. D'où également l'objet des recherches agronomiques qui sont en cours. Des Australo-Marquises en passant par les Tuamotu, les chercheurs comptent dresser un inventaire de la diversité des variétés. Des premières recherches avaient été lancées en 2015 dans l'archipel de la Société. Cette fois, les scientifiques vont explorer un spectre plus large. Certaines variétés ont pu disparaître, d'autres muter au fil du temps ou se croiser avec des variétés introduites. Les analyses des prélèvements effectués dans les îles apporteront des arguments scientifiques. Moi, je vais prendre des échantillons de feuilles pour faire des empreintes génétiques et donc pour mieux évaluer cette diversité, faire cet inventaire, compléter les analyses morphologiques et aussi, grâce à ces empreintes génétiques, pouvoir la comparer à la diversité qu'il y a dans d'autres régions dans le monde, notamment Hawaï ou d'autres régions. Les variétés ancestrales sont la pierre angulaire de ces travaux de recherche essentiels pour la filière du rhum local. 5 variétés d'origine polynésienne ont été identifiées au Fénois. Un botaniste de l'université de Hawaï apporte également son expertise dans ce programme de recherche. Ici, en Polynésie française, il y a déjà une variété identique à l'une des variétés que nous avons à Hawaï. Ça a du sens puisque nous sommes cousins dans le Pacifique. À l'instar de ce qui se fait à Hawaï, il y a des efforts déployés en Polynésie française. Il y a un intérêt à préserver ces variétés et à raconter leur histoire. Et enfin, de trouver les moyens de développer l'agriculture avec ses savoirs. Et la meilleure façon de protéger ce patrimoine et de l'entretenir, c'est le développement et la culture de la canne à sucre. Le syndicat des producteurs de rhum est prêt à relever le défi.
Revenons maintenant sur les premiers résultats du programme Mataya. Rappelez-vous, cette vaste enquête lancée en 2019 sur 2000 participants et 18 îles, elle doit permettre de déterminer le poids des facteurs de risque liés au mode de vie, mais aussi les poids des facteurs intrinsèques comme la génétique, l'âge ou le sexe, face à l'obésité notamment, mais aussi face aux maladies infectieuses et aux maladies chroniques. Pour en parler, nous recevons la chercheuse virologue Van Maikau Lormo. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, vous êtes donc à la directrice du laboratoire de recherche sur les maladies infectieuses à l'Institut Louis Malardé. Vous suivez ce projet depuis maintenant quasiment 5 ans. Vous êtes donc... pourquoi c'était si important d'associer génétique humaine, habitudes de vie et maladies infectieuses ? Alors de plus en plus, on prend conscience quelque part que les maladies, qu'il s'agisse de maladies chroniques comme l'obésité, le diabète, mais également les maladies infectieuses, sont aussi influencées par l'individu et par son environnement. Et en termes d'environnement, il y a une chose très importante en Polynésie française, qui est qu'on a en fait une population qui est distribuée sur beaucoup d'archipels, et ces environnements sont très différents. Et en dehors de l'environnement, il y a aussi quelque part l'histoire et aussi l'histoire génétique quelque part de ces populations. Donc il y a beaucoup de questions sur quelque part l'histoire du peuplement du Pacifique et du peuplement aussi des différents archipels de Polynésie française, qui peut avoir un impact sur la diversité génétique. Et cette diversité génétique entre les archipels peut aussi avoir, entre les populations des différents archipels, peut avoir un impact sur leur prédisposition ou potentiellement leur protection vis-à-vis de certaines maladies. À côté de la génétique, il y a aussi un élément important qui est le microbiome, c'est-à-dire notre base génétique, mais également nos habitudes alimentaires et notre environnement peut avoir une influence sur notre microbiome, qui peut également à son tour avoir une influence sur notre santé. Ce programme de recherche va plus loin avec la collecte de sang, de salive ou de sel. Qu'est-ce qu'on regarde dans chacun de ces échantillons biologiques et qu'est-ce qu'ils permettent de découvrir ? Alors cette étude a mené sur près de 1942 participants qui ont été invités à participer à l'étude sur 18 îles de 5 archipels de la Polynésie française. Effectivement, au moment de l'enquête, des questionnaires et des questions leur ont été posées sur leurs habitudes de vie. Un prélèvement de sang a été fait pour faire un bilan sanguin, c'est-à-dire qu'un total de 30 marqueurs sanguins vont être regardés pour savoir quel est l'état de santé réel en fait, de la personne d'un point de vue biologique. C'est à ça que servent les échantillons sanguins. Ces échantillons sanguins permettront également de rechercher des anticorps, savoir si ces personnes ont déjà été exposées notamment à des virus, comme les virus transmis par les moustiques, comme le virus de l'hépatite B, ça c'est un point important. Et enfin, on a aussi collecté de la salive, parce que c'est sur la base de ces prélèvements de salive que va se développer en fait tout le volet génétique. Et un total d'à peu près 1700 participants ont en fait leur génome, leur ADN, qui a été séquencé sur la base de la salive. Enfin, les collectes de sel ont pour objet de travailler sur la composition de la flore intestinale, le séquençage en fait de l'ensemble des micro-organismes qui constituent le microbiome. Et les premiers résultats montrent qu'il y a un terrain génétique propice à l'obésité. Ce n'est pas vraiment une surprise, il y avait de fortes présomptions. On a beaucoup entendu parler du gène de l'obésité, par exemple. Alors il y a effectivement beaucoup d'études qui ont été menées en amont qui ont commencé à explorer ce lien potentiel entre, on va dire, l'existence de certains gènes et une prédisposition au développement de maladies non transmissibles telles que l'obésité ou le diabète. Dans cette étude, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller encore de façon plus précise quelque part sur l'identification ou surtout des gènes qui potentiellement pourraient intervenir. Donc ce volet-là est traité avec un généticien de l'Institut Pasteur de Paris, le professeur Luis Quintana Murchi. Il y a un certain nombre de paramètres qui ont été identifiés, le lien entre certains gènes et potentiellement une vraie prédisposition au développement du diabète, le lien entre certains gènes et la présence de moins de bon cholestérol. Donc tout ça peut avoir un lien et créer en fait des facteurs de prédisposition à l'obésité, au diabète. Il y a une prévalence d'hépatite B. Est-ce qu'on sait aujourd'hui pourquoi ?
Alors oui, on s'est beaucoup intéressé à l'hépatite B parce que donc la Polynésie française a mis en 1995 a rendu la vaccination contre l'hépatite B obligatoire à la naissance. Et puis depuis ce temps, il n'y a pas eu de vrai ou de possibilité de réaliser une étude qui pourrait faire un état des lieux sur l'ensemble des archipels de la situation réelle de la prévalence de l'hépatite B, sachant que une partie de la population, celle qui était déjà née quelque part avant la mise en place des campagnes vaccinales, a elle potentiellement encore du virus de l'hépatite B. Et ce qui se passe, c'est que cet intérêt pour la présence ou pas d'infection à l'hépatite B est aussi lié au fait que dans les Australes, où certains des archipels présentent en fait un niveau de présence de cancer du foie, et l'infection par le virus de l'hépatite B est un des facteurs de risque important de développement de cancer du foie. Et dans les Australes, par exemple, le cancer du foie, l'incidence du cancer du foie est plus élevée que presque n'importe où ailleurs dans le monde. Cette enquête a démarré en 2019, juste avant le Covid. Elle en a donc profité pour rechercher dans les prélèvements des facteurs potentiellement associés au Covid. Qu'avez-vous découvert ? Alors effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où on a monté cette étude, on ne savait pas qu'on aurait une épidémie de Covid, mais on avait prévu, puisqu'on s'intéresse aux maladies infectieuses, et en particulier aux maladies infectieuses émergentes, de potentiellement pouvoir aussi inclure dans l'étude un nouveau virus émergent potentiel. Alors le Covid a quand même beaucoup compliqué l'enquête parce que toutes les périodes de confinement ont rallongé la période pendant laquelle on a pu inclure les participants, mais en même temps, elle nous a permis de rajouter des questionnaires et effectivement de regarder de façon un peu plus précise quel lien potentiel on pouvait faire entre l'infection par le SARS-CoV-2, donc qui est à l'origine du Covid, et d'autres paramètres. Donc on a regardé plusieurs facteurs. Donc le premier résultat important, c'est qu'on a identifié que la proportion d'infection par le SARS-CoV-2 a été identique pour l'ensemble de la Polynésie française que sur Tahiti, puisque finalement les premières études étaient uniquement sur l'île de Tahiti. Donc on a plus de la moitié de la population qui avait été, en tout cas 50% des personnes qui ont été infectées par le SARS-CoV-2 de façon naturelle à la suite de ces deux épidémies. Après, on a regardé de façon un peu plus précise s'il y avait des facteurs qui favorisaient ou qui protégeaient potentiellement contre l'infection. Donc le vaccin, clairement, a démontré qu'il était en capacité, qu'il avait réduit le risque d'infection. Et une autre découverte qu'on a faite, qu'on n'est pas les seuls à avoir fait, qui a été observé dans d'autres études internationales, et c'est intéressant de voir qu'en Polynésie française, finalement, on a vu la même chose qu'ailleurs, c'est que le fait de fumer a été identifié comme potentiellement un facteur qui réduit le risque d'infection. Donc on va se dire, c'est super, je peux fumer, ça va réduire le risque d'infection, mais dans le même cas, non, parce que d'autres études ont montré que si, par contre, on était infecté, le risque de forme sévère était plus élevé. L'autre point, c'est les allergies respiratoires. Donc on s'est aperçu que les allergies respiratoires étaient identifiées comme potentiellement réduisant le risque d'infection. Une des premières raisons, c'est que probablement les gens qui souffrent d'infections respiratoires se sont plus protégés en sachant que potentiellement, si elles étaient infectées, ça pourrait être plus grave. Un autre argument scientifique, c'est que lorsqu'on a des allergies respiratoires, on a moins de récepteurs en fait au virus dans les cellules de la muqueuse respiratoire, et ça pourrait en fait réduire la quantité de virus qui rentre dans les cellules. Rapidement, les analyses peuvent-elles montrer que le rôle de la vaccination dans la protection de la population ? Ah oui, l'étude a clairement montré que le fait d'être vacciné a permis de protéger les personnes plus que si elles ne l'avaient pas été. Merci beaucoup à Van Maïkao Lormo d'avoir accepté notre invitation. Merci. La néobanque Revolut n'est plus officiellement accessible depuis la Polynésie, mais d'autres établissements s'ouvrent aux Finnois. C'est le cas de D-Block, les détenteurs de crypto-monnaies l'attendaient. Manon nous en parle dans notre rubrique TechZone. Bonsoir Davidson et bonsoir à tous. Ce soir dans la TechZone, une nouvelle banque en ligne s'est lancée officiellement cette semaine. Il est possible de s'inscrire depuis la Polynésie sans condition de revenus et c'est une première attendue par les détenteurs de crypto-monnaies. Il sera possible d'avoir à la fois un compte courant classique mais aussi un portefeuille autogéré de crypto-actifs.
Vous pouvez choisir d'utiliser que le wallet crypto ou que le compte courant, mais effectivement l'avantage c'est d'avoir les deux aussi dans la même application et de pouvoir non seulement convertir facilement du monde bancaire au monde crypto, ce qui n'est pas toujours simple d'habitude, et de pouvoir aussi visualiser tout au même endroit. Le premier événement consacré à l'univers de la crypto en Polynésie, le Polynesian Island Crypto Summit, qui a eu lieu en 2022, a attiré l'attention des néobanques sur la Polynésie. Pour des blocs, il y a un vrai marché ici. D'ailleurs, le franc Pacifique sera bientôt intégré à cette application. Quand on vit en Polynésie, on n'a pas accès aux mêmes services financiers que quand on vit dans l'Hexagone. Et ça, on trouve ça hyper dommage, évidemment, pour tous les Polynésiens. Et du coup, pour nous, ça en fait aussi un marché intéressant. Parce que c'est un endroit où il y a un besoin encore plus important avec moins de concurrents. Pour le franc Pacifique, il faut attendre encore quelques mois. Je n'ai pas de date précise, mais ce sera avant fin 2024. Parmi les fondateurs de Dblock, des anciens de Revolut, la néobanque basée en Lituanie, avait fermé son accès aux Polynésiens en décembre dernier. En cause, un problème de réglementation auquel ne devrait pas être confronté Dblock. Revolut exerçait ses activités en Polynésie française depuis quelques années en souhaitant vouloir utiliser ce qu'on appelle le passeport européen, qui permet en fait à un établissement situé dans l'espace économique européen d'exercer une activité dans un autre pays, comme celui de la France. Le problème, c'est que la Polynésie française ne fait pas partie de l'espace économique européen. Donc une banque installée notamment comme Revolut en Lituanie, qui a obtenu un agrément en Lituanie, ne peut pas exercer son activité en Polynésie française pour ces raisons-là. Il y a eu des signalements, l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et des résolutions, qui est un peu le gendarme de l'ensemble des banques et des compagnies d'assurance, donc a demandé à Revolut de cesser ses activités considérées comme illégales en Polynésie française. Nous, on est allé chercher nos agréments directement en France. Donc on est agréé par l'ACPA, donc qui est une sorte d'organisation qui dépend de la Banque de France, qui nous autorise directement à aller en Polynésie. Donc on n'a pas les mêmes problèmes que Revolut. Alors je veux dire, ça a été difficile, comme c'est difficile d'aller chercher une autorisation. C'est un peu plus difficile d'aller les chercher en France que d'aller les chercher dans d'autres pays européens, puisque la France est réputée pour être assez stricte sur le plan réglementaire. Mais non, enfin, on a réussi, donc c'est pas impossible du tout. Pour en savoir plus, retrouvez notre article complet sur tntvnews.pf. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actus tech. En attendant, restez connectés. Et bientôt 19h, et voilà, bientôt 6h que la troisième édition du Tiki Fest a ouvert ses portes au Parc Veit à Punaouia. Un événement qui attendait quelques milliers de personnes. C'est ce que nous allons vérifier sur place avec notre journaliste Vaitiari Nauta. Vaitiari, quelle est la température sur place? Ambiance assurée? Oui, Davidson, c'est chaud ici du côté de Veit. En tous les cas, c'est un festival qui se tient depuis 11h cet après-midi et qui ira jusqu'à minuit ce soir. Et puis, dont on vous disait tout à l'heure en tahitien, eh bien, à l'heure actuelle où je vous parle, nous avons atteint les 6000 participants à ce Tiki Fest. Donc c'est une soirée très agitée et sans plus tarder, nous allons tout de suite recevoir Emma Boulogne, qui est donc la sous-directrice de ce festival. Emma qui va nous rejoindre tout de suite. Emma, bonsoir. Alors, objectif atteint ce soir? Objectif plus qu'atteint, on a atteint les 6000 personnes. Ce qui fait qu'on est le plus gros festival de Polynésie. Donc en termes dans l'univers musical, ça bat des records. Donc on est vraiment très contents. Alors la suite du programme, donc ce sera jusqu'à minuit. C'est ça. On attend encore Booba, Martin Solveig, Synapson, etc. Donc il y a encore du lourd qui arrive. Au niveau de la sécurité, tout a été mis en place? Oui, on a essayé de faire le maximum cette année pour que ce soit autant pour les artistes que pour les participants, ce soit sécu, que ce soit la sécurité, même en termes de presta. On essaye d'être un festival un éco-festival. Donc on a mis plein de choses en place pour que tout se déroule le mieux possible. C'est bien que ce genre d'événement soit organisé ici au Fénois. Mais bien sûr, ça réunit tellement de monde et au moins ça fait découvrir des artistes internationaux et même ça met en lumière des artistes locaux. Donc c'est vraiment, je pense que dans l'univers de la musique, ça rassemble tellement de choses. Donc c'est, ouais, bien sûr. Pour le Fénois, je pense que c'est important de continuer à développer des projets comme ça. Jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas eu d'incident? Non, pour l'instant tout se passe bien.
pourvu que ça dure. Hein. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup Emma. Donc voilà donc les précisions venant de la sous-directrice de ce Tiki Fest. En tout cas, la soirée n'est pas terminée. On ira jusqu'à minuit de cette 3e édition du Tiki Fest. C'était Veitia Renauta en direct de Veirei pour TNT. Maruru Metei à Veitiari, allez, le 4 mai prochain. 15 Miss se présenteront à Paris pour l'élection à Miss Trans France. Parmi les candidates, Chiara, 25 ans, Miss Trans Polynésie 2024. La Polynésienne vit dans l'est de la France. En perspective du Grand Soir, la Tahitienne était en stage de préparation pendant une semaine à Paris. Julien Panafieux et Wallis Glaise ont pu assister à sa préparation. Le 4 mai, Chiara Okara espère voir son destin basculer. En attendant, la Polynésienne suit un stage intensif pour se préparer au mieux au grand soir de l'élection. Aujourd'hui, avec le comité, on a décidé de faire un shooting photo pour déjà enrichir et augmenter la visibilité. C'est aussi pour apporter un plus à l'élection, parce qu'effectivement, il faut qu'une candidate soit plus vue sur les réseaux sociaux. Donc, on s'est dit que faire des shootings et s'entraîner en amont pour un catwalk, c'était la chose à faire. Kalea Hanere, habitué des concours de beauté à l'international, mais aussi président du comité Misty Polynésie, accompagne Chiara pour l'aider dans sa préparation. Aujourd'hui, on est là, je suis là avec Manuari, avec notre comité pour faciliter cette préparation pour que Chiara ait l'esprit reposé et qu'elle ne se préoccupe pas de tout ça. Il n'y a pas de difficulté, vraiment, je vais dire. Quand on veut participer à un concours, c'est qu'on a au fond de nous cette envie et quelles que soient les difficultés, on prendra les difficultés. Dans la vie, il y a des difficultés. Dans les concours également, il y a des difficultés. Mais c'est rien, en fait. C'est rien. Il faut juste garder le sourire jusqu'à la fin. Le programme de la semaine est riche. Test sur le maquillage, cours d'éloquence, défilé. Aujourd'hui, c'est shooting photo. Pour l'occasion, Chiara portera une robe créée par un styliste polynésien que l'on ne présente plus. Aujourd'hui, j'ai quelques tenues. Donc celle-ci, une robe rouge, donc très volumineuse en tulle. Et il y a du tissu local de chez nous, donc avec une broderie en feuilles de hapé, donc qui caractérise bien la nature polynésienne. Donc très transparente. En fait, j'ai remis un peu au goût du jour la robe Purotu locale en version un peu plus contemporaine. Parée de cette robe rouge, Chiara prend la pose sous l'objectif du photographe sur les quais de Paris, un lieu de vie à la fois culturel et festif. La robe en soi, je la trouve magnifique. C'est pas un modèle qu'on voit tous les jours. Ensuite, la couleur, elle est très flashy. Le rouge, c'est la couleur de l'amour. Donc, c'est un honneur de porter les créations de Manuari, je l'ai déjà dit. Et oui, la robe, moi, je sais pas, je ne me vois pas à l'intérieur, mais je sais qu'elle est belle. Cette élection pour Chiara n'est finalement qu'une étape. La jeune femme souhaite avant tout faire passer un message de tolérance et d'inclusion. Un tel événement n'arrive qu'une fois dans la vie. Elle compte bien savourer ce moment. On peut me souhaiter que le meilleur, et surtout de m'amuser, de profiter à fond de cette élection. Pour la première fois, 2 Polynésiennes seront présentes à cette élection. Misty Tahiti et donc Misty Polynésie. Une chose est sûre, c'est que Chiara croit en son fabuleux destin. Alors rêvons d'une jolie couronne pour elle. Votre soirée sur TNT Télévision, ne manquez pas à 19h votre magazine de la glisse Waves, suivi à 19h20 de The Voice avec les battles, puis à 22h25 votre émission Arnaque. Merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur TNT Télévision et à demain, même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.